Bonjour à tous et bienvenue au Media Days de Lyon. Nous sommes au LDLC Arena dans ce magnifique emplacement avec beaucoup d'exposants, plus de 70 exposants. Et aujourd'hui, on va avoir deux invités. Bertrand Spinelli, directeur général de Skyrock Public. Bonjour. Bonjour. Et puis Franck Gaudin, directeur général commerce de Lagardère Publicité News. Bonjour à vous deux. On va parler radio, bien entendu, hein, puisque vous en êtes des exemples concrets tous les jours. Vous travaillez tous les jours avec la radio et vous proposez beaucoup de choses. Deux mots pour déjà présenter et indiquer les différentes marques que vous représentez, Bertrand. Eh bien, donc moi, je travaille pour la marque Skyrock. Donc, Skyrock X-Rock Classics, qui est une radio DAB qu'on a montée l'année dernière. Et donc voilà, je suis en charge de la monétisation de l'ensemble des espaces radio, mais également du digital. On en parlera plus tard, des réseaux sociaux, etc. Moi, de mon côté, je représente Lagardère Publicité News. Et en fait, on est la régie publicitaire des marques du groupe Lagardère Europe 1, Europe 2 RFM. On a la chance de vendre aussi également la radio Nova depuis maintenant un peu plus d'un an. Et puis en Ile-de-France, on commercialise FG ou IFM, Chant de France, Nova, je l'ai dit, et puis d'autres radios en local. On est aussi la régie du JDD, du Journal du Dimanche et de ses déclinaisons, le JD News et le JD Mag. Mais aujourd'hui, je crois qu'on va plus parler de la radio et de l'audio. Et pour aller sur l'audio, on est aussi la régie de SoundCloud, des playlists des enceintes Sonos, de la radio DAB Crooner, de FG Dance, de Maximum et d'autres marques Radio Public Santé qui sont des pure players numériques. Et je crois que ça va faire partie aussi des sujets dont on va parler. Ouais, Nova qui a fait un peu parler de lui récemment. On n'est pas là pour parler de ça. Non. Donc, dans un paysage audio qui est quand même en pleine mutation, avec beaucoup de challenges, vous percevez comment l'évolution actuelle des usages et ça crée quoi comme opportunité pour vos régies respectives? Qui veut commencer? Franck? J'y vais. En fait, les usages, ils ont été considérablement transformés en 15 ans. Finalement, il y a 15-20 ans, nos marques faisaient parler un peu de podcasts. Nous, encore une fois, ça fait 22 ans maintenant qu'on fait des podcasts sur Europe 1, mais leur émergence, elle est assez récente, elle date d'il y a à peine 10 ans. Et c'est vrai qu'au-delà de la transformation des usages grâce au numérique, grâce au smartphone, grâce à l'ordinateur, on est aussi confronté maintenant depuis aussi 5 à 10 ans à une accélération qui est liée au DAB+, qui nous permet là aussi d'aller sur des nouveaux modes de consommation comme le numérique, de toucher de nouvelles cibles. Et donc pour nous, c'est vrai que c'est une vraie opportunité pour nos marques d'aller chercher de nouveaux publics. Ouais, nouveau public. Oui, exactement. C'est exactement ça. Effectivement, la radio se transforme, se fragmente beaucoup aussi. C'est-à-dire que l'économie de la radio en tant que telle a beaucoup évolué. On est passé de quelque chose d'assez linéaire à quelque chose de vraiment très pluriel. Aujourd'hui, une radio, elle se décline en FM, en DAB, mais en digital, sur les plateformes. Il y a énormément... Alors, ça crée beaucoup d'opportunités, bien évidemment, mais ça crée aussi un peu de difficultés. Ouais. Donc, on le verra un peu plus tard. Mais globalement, voilà, cette transformation, elle permet aussi de digitaliser la radio. Et donc, plus la radio est digitale, plus en fait on est capable de s'adapter au mode de consommation et également de répondre plus justement aux besoins des annonceurs. Une radio qui a mis un peu de temps, qui commence à s'y mettre, mais qui a mis un peu de temps à se transformer sur le digital parce que il y avait des habitudes, des manières de fonctionner et ça fonctionnait très bien. Là, on sent une petite baisse. C'est ça aussi qui est important, la transfo digitale des radios qui va permettre de pouvoir faire comme les pure players qui, eux, contrôle bien. C'est essentiel parce que ça permet de toucher des cibles plus jeunes que celles que l'on peut avoir à travers la médiamétrie, par exemple. Et puis, c'est vrai que quand nous, ça fait longtemps avec Bertrand qu'on travaille dans le paysage de la radio. Quand on a commencé, on nous expliquait que la radio, c'était un média que les gens consommaient parce que leurs parents écoutaient telle radio et ainsi de suite. Aujourd'hui, on voit aussi que le digital donne une vraie opportunité pour faire émerger des programmes, des signatures, des contenus. Et on voit vraiment que les audiences sont vraiment transformées par rapport à tout ça. Grâce notamment au numérique, c'est vrai que le smartphone permet de consommer n'importe quelle émission de radio, n'importe quand. Là où finalement, ça paraît loin, mais c'était avant-hier, il y a 20 ans, quand on voulait se brancher sur l'interview politique d'Europe 1, il fallait se brancher à 8h15. Aujourd'hui, on peut la retrouver à 8h30, dès 8h30 sur notre smartphone ou notre desktop. Donc ça change considérablement en effet les usages. Transfo digital, Skyrock, Pierre Bélanger. Ah oui.
Je suis désolé, mais c'était un pionnier. Les Skyblocks, c'était un truc qui aurait pu cartonner dans le monde entier, qui a cartonné. Dans le monde qui a entier. cartonné. Et puis il y a eu Facebook, un petit concurrent américain qui arrivait sur le marché. C'était un petit petit mec qui a fait un peu voilà. son chemin. Non, en fait, c'est vrai que Skyrock, ce qui est assez intéressant en fait quand on travaille chez Skyrock, c'est de sentir qu'on est vraiment dans un groupe très pionnier sur beaucoup de domaines. En fait, ça a été le leader du Minitel à l'époque, dans la téléphonie, puis sur la radio, puis sur le digital. Donc en fait, c'est vraiment très intéressant. Moi, ce que je retiens en tout cas de Skyrock, c'est que le digital, en fait, c'est aussi la capacité d'adresser un petit peu différemment nos cibles, mais de rentrer un peu plus profondément aussi dans le quotidien du public. Donc Skyrock, la radio, mais également maintenant Planète Rap qui est consommé autant sur YouTube qu'en radio. Et puis, par les réseaux sociaux, en fait, de poursuivre, en fait, de rentrer en relation, résonance avec notre public. Ça peut être soit on va aller prolonger l'expérience, donc en fait on va faire les avant, les après, les coulisses, soit créer des choses complètement nouvelles aussi, mais toujours en fait dans l'ADN de la marque. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et peut-être en repartant un peu sur la folie qu'on pouvait avoir dans les années 80, qu'on a un peu perdu avec des obligations aussi de l'Arcom qui quand même contraignent beaucoup les radios à un certain nombre de règles et de quotas. On ne va pas parler de ça, c'est pas l'objectif. En préparant cette émission, Franck, j'ai vu que vous évoquiez une hyper distribution de l'audio. En quoi cette transformation, elle modifie les comportements d'écoute chez Europe 1 ou Nova ? En fait, la part d'écoute, par exemple, de Nova aujourd'hui, elle est quasiment aux 2/3 liée aux usages numériques. Ouais, là, elle a explosé. Elle a complètement explosé. Et doublé, donc, je crois, en un an. Exactement, et peut-être même un peu plus. Et au final, on voit que cette nouvelle consommation, que ce soit sur le numérique ou le DAB, change considérablement la carte des audiences de Nova qui se déplace d'une carte très grandes villes, en très grandes agglomérations, finalement, à une répartition sur le territoire qui est beaucoup plus homogène. Mais c'est vrai que l'hyperdistribution, pour nous, c'est vraiment essentiel. Il y a, encore une fois, on passe d'un média qui était consommé sur le transistor ou sur la voiture et qui, aujourd'hui, se consomme sur les plateformes de podcast, sur les plateformes musicales, sur le smartphone. Et ça, par exemple, pour nous, sur Europe 1, on a passé un cap cette année en proposant à Christophe Ondelat de n'être diffusé plus qu'en numérique. Parce qu'on savait que sa puissance était importante et ça nous permettait aussi de diffuser les podcasts qu'il avait envie de faire au fur et à mesure de sa production et de sa capacité de production. Et Christophe Ondelat, c'est une grande puissance sur nos podcasts. Suivant les mois, il fait entre 6 et 9 millions de téléchargements sur un mois. Donc c'est hyper important. Et cette hyper distribution, elle nous oblige aussi à développer des contenus ad hoc. Sur Europe 1, par exemple, on est à quasiment 20% de l'audience de nos podcasts qui se fait uniquement sur le natif. Donc ce sont des contenus qui n'existent pas sur la radio, comme le disait Bertrand tout à l'heure. C'est exactement ce qu'on va aussi faire avec Koé, certainement sur Europe 2 bientôt. Mais donc, il y a une opportunité d'audience, mais pour ça nous oblige aussi, nous, à nous réorganiser et à trouver cette capacité de production pour aller développer ces contenus qui correspondent à un usage différent, et donc on doit forcément les travailler différemment. Ouais, on dit toujours que la radio, et les Français en général mettent toujours du temps, mais une fois qu'ils s'y mettent, ils s'y mettent. Est-ce que c'est ça un peu qu'on peut dire que maintenant les radios, ça y est, elles s'y mettent et ça va commencer à bouger? Je dis pas que ça bougeait pas avant, mais il y avait que 10% et vous faisiez partie de ceux qui se bougeaient, mais le reste est quand même un peu. Je pense la radio se bouge déjà fortement, effectivement. Après, effectivement, c'est en train de se développer encore plus, mais il y a quand même un point intéressant. Si on parlait d'audience tout à l'heure, en fait, effectivement, quand on regarde les chiffres, on a tendance à croire que la radio perd des auditeurs, mais en fait, l'audio, non. C'est-à-dire qu'en fait, le temps se transforme beaucoup. Et en fait, si on arrive, d'ailleurs, quand on voit les investissements des annonceurs, la radio se maintient très bien, est légèrement en croissance, elle est -1 à cause de la situation qu'on a actuellement en France, qui n'est pas propice au business. Voilà. Mais on voit que globalement, c'est par la transformation digitale que les radios ont continué à être attractives auprès des annonceurs. Donc, il y a les podcasts, il y a la vidéo aussi. Aujourd'hui, on voit que la vidéo est un asset très important. Alors, avec peut-être aussi, ça a mis un peu de temps à se développer parce que l'idée, c'était pas de faire de la radio filmée, mais de proposer vraiment de quelque chose de complémentaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, avoir quelqu'un dans un studio et le filmer, il se passe rien, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, en fait, il a fallu aussi que les animateurs changent la manière de travailler, d'interagir. Aussi, il y a eu beaucoup d'émissions en direct. Donc, tout ça, c'est un peu la magie en fait, de la radio qui était dévoilée. Mais aujourd'hui, effectivement, on voit que... Alors, je reprends Planète Rap parce que je connais bien, mais c'est une expérience à la radio, c'est une expérience vidéo qui est absolument incroyable. Et donc, du coup, ça oblige à travailler un peu différemment. Mais effectivement, là, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que les radios, quelles qu'elles soient,
Et on a beaucoup de chance. En face de moi, j'ai le stand d'énergie, par exemple, donc Lagardère, M6, tout le monde se développe sur les programmes digitaux et c'est très réjouissant. En tout cas, moi, ça me donne beaucoup de confiance pour l'avenir parce que plus le média est fort, mais ce sera pour tout le monde. Oui, et puis je pense qu'on est dans un bruit tellement ambiant aujourd'hui, un fake news, une IA, des robots qui attaquent dans tous les sens, qu'on a besoin justement de ce côté immédiat de la radio, de cette confiance qu'on peut avoir en la radio. Et c'est ça aussi que les annonceurs recherchent dans un message qu'ils veulent passer. Bien sûr, et même pour les radios musicales, c'est intéressant de voir que pendant des années, en fait, il y avait quelques dizaines de milliers de titres qui sortaient par an. Aujourd'hui, il y a quelques dizaines de milliers de titres qui sortent par jour. Maintenant, c'est 10 000 titres, j'ai entendu sur Spotify, 10 000 titres par jour. 10 000 par jour. Générés par l'IA. Exactement. Donc ça veut dire que. Catastrophe. En fait, ça replace. Non, mais c'est génial pour la radio musicale. C'est le voir comme une opportunité. Alors, moi, c'est ce que je dis toujours. À un moment, modérer tout ça. Mais c'est vrai qu'on a de belles opportunités devant nous. Alors, nous, avec Bertrand, comme on est sur la monétisation, ça nous oblige aussi à réfléchir à la meilleure manière de permettre à nos clients annonceurs de toucher ces cibles qui deviennent de plus en plus fragmentées. C'est-à-dire qu'avant, on passait un spot à la radio à 8 heures, on savait qu'il était entendu. Finalement, aujourd'hui, si on veut toucher ceux qui viennent consommer notre contenu à cette heure-là, on doit, nous, intégrer dans notre modèle d'autres manières de commercialiser ces contenus. Et c'est vrai que tout le monde s'organise à sa manière, mais finalement, je crois que à la fois les régies et les annonceurs ont pris le pli et finalement s'y mettent vraiment aujourd'hui sur l'audio. On voit que les investissements bondissent vraiment. Ouais, d'accord. On va parler un peu nouvelles technologies hertziennes. Je rappelle, le hertzien, le DAB+, l'AFM sont des technos qui sont one to many, c'est-à-dire qu'on envoie un signal à tout le monde anonymement, gratuitement et sans géolocalisation. Le DAB+, Franck, ça semble désormais intégré dans votre stratégie avec l'arrivée de nouvelles radios dans LPN+. Peut-être on peut parler d'LPN+, ce que c'est. Alors LPN+, c'est notre offre commerciale qui permet de proposer de la publicité sur les émetteurs dits passifs, donc de nos radios. Donc, alors pour les experts de l'ARCOM, les émetteurs en catégorie D. Donc en gros, les émetteurs passifs d'une radio sont les émetteurs sur lesquels dans une ville, vous n'entendez pas de contenu géolocalisé et de publicité locale. Ouais. Voilà, donc sur Europe, ça prend le programme général. Par exemple, exactement, sur RFM, ça représente à peu près les 3/4 du réseau de RFM et sur Europe 2, le tiers du réseau d'Europe 2. On a monté il y a 2 ans maintenant une offre qui intègre tous ces émetteurs sur lesquels, à la place de la publicité locale, on diffusait de la musique pour proposer une autre expérience publicitaire à nos clients. Et on intégrera à partir du 1er janvier, en effet, des radios DAB+ dans cette offre, Crooner, FG Dance et Maximum, pour proposer à ces radios qui investissent parce qu'elles croient au DAB+ depuis longtemps, pour essayer de les accompagner et trouver un modèle avec eux et essayer d'accompagner la croissance qu'on espère qu'ils auront en audience dans les prochains mois. Ouais. Donc c'est une vraie innovation et nous, Lagardère, on a mis du temps, comme la plupart des réseaux nationaux, à se positionner sur le DAB+. Néanmoins, aujourd'hui, on a 34 émetteurs DAB+, qui sont ou qui vont être déployés dans les mois qui arrivent. On en a 150 qui sont dans nos cartons et on attend le retour des appels à candidature 11 et 12 de l'ARCOM en espérant justement, à terme, calquer notre carte d'émetteurs locaux d'Europe 2 et d'RFM avec en DAB+, et en FM pour pouvoir répondre convenablement à la demande de nos annonceurs en région. Ouais, Bertrand, côté DAB+, côté Skyrock. Eh bien, nous, on croit aussi au DAB. On a lancé donc il y a quelques années cela Skyrock Classics. Donc, on est le seul groupe en fait historique à avoir lancé un programme spécifique DAB parce qu'on y croit. Et le DAB est une belle opportunité comme Skyrock, puisqu'en fait, on avait un peu moins d'émetteurs que les autres. Donc, en fait, on se dit qu'on va avoir tendance à être un peu plus écouté. Après, je pense qu'il y a quand même quelques limites actuellement. C'est vrai que pour un pur player DAB, je pense que c'est compliqué aujourd'hui parce qu'il y a pour monétiser, il faut de l'audience, donc il faut rentrer dans les études d'audience. Enfin, tout ça est assez compliqué. Et puis, il y a encore un petit sujet sur le nombre de récepteurs. Je crois que c'est 15% de la population qui aujourd'hui peut recevoir du DAB. Donc, on a beau mettre des émetteurs, il faut des postes pour les recevoir. Donc, ça, c'est plus compliqué. Ouais. Moi, je me rappelle de l'époque de la TNT, le petit bonhomme rouge et bleu sur lesquels on ne pouvait pas passer à côté. Aujourd'hui, en fait, c'est vrai qu'on demande à des groupes privés de financer un réseau, c'est compliqué, quoi. C'est plus compliqué. Oui, et puis là, c'est pas le gouvernement qui va vous. L'État intervient moins que sur la TNT il y a quelques années. Bon Mais on peut quand même espérer qu'avec le renouvellement du parc automobile, la pénétration progresse. Et donc, nous, c'est vrai que
nos premiers clients, qui sont les distributeurs ou les marques automobiles, on ne peut pas leur dire sur certaines villes, demain, vous n'entendrez plus, quoi. Totalement en dehors de la conversation, que vous pensez quoi des radios associatives et de cette problématique sur le FCR? J'en parle parce que c'est vraiment d'actualité, moins 45% de financement. Vraiment un mot dessus. Parce que ça vous impacte aussi quelque part. En fait, alors pour le coup, donc nos deux groupes font partie de l'Alliance de la radio, et donc moi je suis au conseil d'administration de l'Alliance de la radio, et on a signé un communiqué pour justement soutenir les radios associatives. Donc globalement, je pense que voilà, ça fait partie de la diversité du paysage radiophonique et qu'il faut les soutenir, bien évidemment. L'équilibre est fragile. Et oui, bien sûr, bien sûr. J'ai pas grand-chose à ajouter, Bertrand a tout dit. Et nous, de notre côté, dans le Sud-Ouest, on accompagne une radio associative aussi pour des revenus complémentaires. Donc on est voilà, on a plus que le discours, on a aussi les preuves. Franck, vous insistez sur la maîtrise des 100%, maîtrise de 100% des flux digitaux. Ouais. C'est quoi? C'est cette souveraineté dont on parle. Pourquoi est-ce que c'est un choix stratégique pour Lagardère? En fait, on met beaucoup d'argent, que ce soit Skyrock et toutes les marques radio, dans les contenus que nous produisons, parce qu'on sait que c'est le facteur clé de succès pour nos marques. Et donc, cette maîtrise de commercialisation et cette maîtrise des flux, elle est essentielle pour nous parce qu'elle nous garantit de rémunérer l'effort qu'on a produit avec un modèle publicitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si notre contenu est diffusé sur une plateforme comme TuneIn, vous imaginez bien qu'on ne peut pas accepter que les revenus aillent directement et uniquement à la plateforme. Et donc, c'est vraiment pour nous un point central dans la commercialisation de tous nos flux sur le numérique. TuneIn qui a été racheté d'ailleurs il y a quelques moments, il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Chez Skyrock, donc là, donc vous êtes en sous-régie, oui, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que simplement, on a notre inventaire audio digital est vendu par Azerion. En fait, c'est pas nous qui directement opérons en fait la vente. Alors en fait, on est dans une situation un peu différente dans le sens où nous, pour le coup, c'est quand même de la tech, et que du coup, on s'est mis avec des gens qui sont très axés sur la tech. En fait, si on peut pas développer un meilleur outil que ceux qu'a Azerion, on passe avec eux. Donc ça se passe très bien. En revanche, ce qui est important, c'est pas parce que il y a d'un côté Azerion qui opère qu'on n'est pas concerné par l'audio. Et en fait, aujourd'hui, les négos, très clairement, elles sont audio, elles sont globales. Donc ça veut dire qu'on a une discussion régulière avec Azerion sur l'ensemble des sujets. Voilà, c'est l'occasion pour moi de remercier Azerion qui fait un très bon travail. Azerion qui est une énorme structure et qui, eux, travaillent en 360. Exactement. Et c'est pas que audio, non, c'est une énorme structure digitale. Ils sont sur le display, ils ont Hawk, ils ont plein de choses. Et c'est vrai que nous, on a voulu garder la maîtrise de à la fois de cette diffusion, mais aussi de cette commercialisation, pour pouvoir garantir à nos annonceurs que quand ils écoutent Europe 1 sur europe1.fr, sur le smartphone, sur TuneIn, sur Spotify, ils peuvent diffuser une publicité qui va toucher la cible qu'ils cherchent à avoir partout. Et qu'on ne soit pas à plusieurs voix à parler. Et après, je comprends parfaitement le choix de Bertrand. On a tous des choix d'organisation qui sont les nôtres. Oui, ça. Les Media Days ont été créés pour répondre à la problématique des marques et de la granularité sur aujourd'hui les différentes offres qui existent. Question croisée. Ces annonceurs, donc ces marques qui sont les visiteurs des Media Days dans les 3 régions, on est à Lyon, on sera à Lille et à Strasbourg en décembre, recherchent de plus en plus de ciblage et de granularité. C'est quoi les nouveaux formats ou offres que vous avez mis en place pour répondre à cette demande particulière ou que vous imaginez? Alors moi je pense qu'ils recherchent effectivement de la granularité, mais nous ce qu'on leur offre c'est la complémentarité. Et de la géoloc. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, moi je crois très fortement quand même aux médias de masse encore, c'est-à-dire qu'évidemment, ça n'était pas tout, mais le fait de pouvoir adresser à une large cible beaucoup de gens au même moment, ça permet d'avoir une approche digitale qui est après beaucoup plus efficace, puisqu'en fait, on va avoir un premier travail par le média off. Donc, des offres assez classiques. En fait, nous, on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, donc on a 32 millions d'abonnés, enfin, plus de 350 millions de vidéos vues par mois, enfin, on est un gros acteur là-dessus, donc on géolocalise par ce biais-là. Voilà. Nous, en fait, on a fait le choix pour pouvoir cibler, notamment sur le numérique, on a fait le choix stratégique de vouloir être plus puissant. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'avec uniquement Europe 2
RFM et Europe 1, on allait être limité sur le numérique. Et donc, on a proposé à des éditeurs de nous rejoindre, d'où la dynamique dont je parlais tout à l'heure, quand on a pu travailler donc avec FG sur le numérique, avec Crooner, Radio Publique Santé, et tous les éditeurs dont je parlais, notamment SoundCloud, Sonos. Et on va commencer au début 2026 à commercialiser de la pub audio in-game, donc dans les jeux sur mobile, pour justement élargir notre capacité de ciblage, puisqu'on part du principe que plus on sera puissant, plus on pourra répondre à un segment précis pour un client. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'en effet, comme le disait Bertrand, nous aussi, on est convaincus de la force des médias traditionnels. Et on a essayé, dans le cadre d'une innovation qu'on a annoncée il y a un petit mois, de lancer une offre qui allie le meilleur de la radio et le meilleur du numérique. C'est-à-dire qu'on est les premiers aujourd'hui à opérer une offre qui s'appelle Europe 1 Dynamique, qui permet de faire de la DCO sur une pub radio. C'est-à-dire que historiquement, DCO, c'est le fait de pouvoir adapter son message publicitaire. Ok. Donc historiquement, quand vous achetez par exemple le sponsor météo d'Europe 1, partout où vous êtes en France, tout le monde entend le même message sur la radio. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est pour adresser jusqu'à 26% de Français qui écoutent Europe 1 sur le numérique, enfin 26% de nos auditeurs, pas 26% de Français, ce serait bien, Français, j'adorerais, tu augmentes mais c'est pas ça. Oui, non, donc l'idée, c'est tout simplement que sur la radio, le message soit celui qu'on est habituellement, et qu'on ait la possibilité de cibler, soit avec des logiques de météo, soit avec des logiques de géolocalisation, le message qu'on va diffuser à cette même place dans le flux de notre radio sur l'environnement numérique. En utilisant l'IA, j'imagine. Exactement. On utilise l'IA pour simplifier les tables de conversion entre les besoins de nos clients et nos émetteurs et le numérique. Et l'idée, c'est vraiment de faire le meilleur d'un dispositif puissant en alliant un ciblage sur le digital. Côté Skyrock, on est un petit peu dans la même approche. Dans la même lignée, avec la limite qu'effectivement, nous, on n'est pas opérateur directement de notre flux de digital. Ouais. Mais donc, on est vraiment plutôt... la géolocalisation et la granularité, on la travaille essentiellement via les réseaux, comme j'expliquais. Et c'est vrai que nous, toutes ces innovations, elles nous permettent de répondre à des besoins d'annonceurs nationaux, mais en fait, finalement, aussi sur nos équipes locales, que ce soit à Lyon, à Agen, à Villeneuve-sur-Lot ou ailleurs, on est capable d'adresser un segment audio digital, alors comme le fait Azerion pour Bertrand, mais pour des régies radio, finalement, souvent la puissance nous manquait. Aujourd'hui, avec l'offre que nous avons, on est capable de le faire avec des campagnes qui finalement ont de très bons résultats pour nos partenaires. Alors justement, la puissance de la marque, elle passe heureusement ou malheureusement par les plateformes. Ces plateformes qui représentent quasiment 75% de la consommation digitale. On valorise comment cet engagement auprès des annonceurs, avec aussi, je sais pas, vous avez certainement vu cet article de Minted qui a été relayé par Énergie Globale sur le fait que 50% de l'audience digitale est générée par des robots, et quand il y a la programmatique, c'est 75%. On fait comment pour s'adresser à des annonceurs avec tout ça ? Moi, je pense que, alors c'est un peu contre-intuitif, mais je pense qu'il faut qu'on continue à être ce qu'on est en fait. C'est-à-dire, moi, Skyrock, c'est une marque que je porte depuis 9 ans, que j'adore, parce qu'en fait, elle a été construite sur des valeurs. Donc, des vraies valeurs qui ont construit au fil du temps en fait un lien avec l'auditoire, avec le public. Et donc, un annonceur, quand il vient chez nous, en fait, il a un petit bout de cette histoire-là, de cette relation qu'on a avec les marques. Ça nous permet, en fait, d'aller très loin dans l'intégration publicitaire. Sachant que, bien évidemment, on ne va jamais prendre une campagne, une intégration publicitaire sur laquelle on n'est pas d'accord, mais ça nous permet d'aller vraiment très loin dans l'explication et d'adresser des sujets qui sont parfois très compliqués. On a été la seule radio, le seul média en France à aller dans les quartiers populaires parler de vaccination pendant le Covid. Parce qu'on savait que nous, on pouvait le faire, parce qu'on pouvait prendre le temps d'expliquer, on avait une relation avec l'auditoire qui était très forte. Voilà, nous, clairement, on voulait juste que les gens aient l'information, pas ce qu'ils se vaccinent, mais que, écoutez, prenez le temps de réfléchir, on vous explique, il n'y a pas de problème, déjà on se rend compte, c'est sympa. Et ça permet aussi, par exemple, de faire un partenariat avec l'armée. Donc, j'ai mis mon plus beau costume, et je suis ministère des Armées pour vendre un partenariat avec le gouvernement pour faire une radio militaire, parce que justement, en fait, nous on considère qu'on est une radio républicaine. Voilà, on fait nation. Donc Skyrock PLM. Skyrock PLM, exactement, que vous pouvez écouter sur l'application Skyrock. Ouais. Donc, je pense que c'est ça aussi qu'on vend. En fait, moi, je ne me sens pas en opposition avec les plateformes. En fait, je vends autre chose. Je pense qu'effectivement, en fait, un annonceur aujourd'hui, le fait qu'il ait la possibilité de faire
du Lagardère, du Skyrock et de l'audio après via en fait nos assets, mais également vers Spotify, c'est bénéfique parce qu'au final, ça va permettre d'être efficace et de référencer les médias au global. Je ne me sens pas en opposition avec ces médias-là, c'est autre chose encore une fois. Pour revenir sur la partie programmatique, les robots dont on parlait, nous, on est membre du SRI, donc on participe à tous les ateliers de travail qui nous permettent de mieux comprendre l'intégralité de la chaîne. Et donc, on a travaillé avec eux depuis longtemps sur la diminution du nombre de vendors, surtout la baisse du nombre d'intermédiaires que nous avions. Et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité, nous, garder la main sur notre monétisation. On n'est pas dans des places de marché qui font des enchères. Et qui font des enchères, qui passent par du programmatique. Ouais. La majeure partie de nos investissements aujourd'hui sont faits en gré à gré et en programmatique dit garantie, ce qui permet de savoir exactement combien d'impressions sortent de chez nous et combien arrivent chez le client. Donc on a vraiment voulu travailler déjà avec un acteur référent. Notre ad server, c'est AdWiz qui nous le fournit, et donc c'est un des leaders mondiaux sur le sujet. Donc en étant avec un partenaire fiable, en limitant les intermédiaires, en limitant les vendors, on essaie de limiter au maximum, en tout cas, ces audiences qui n'en sont pas et qu'on ne comptabilise pas pour nos clients. Ouais, pour terminer, oui. Pas mieux. C'est très bien dit. Je suis d'accord. Pas mieux. Pour terminer, comment est-ce qu'on fait pour fidéliser les auditeurs quand c'est bien beau de faire tout ça, mais il y a aussi quand même un enjeu de fidélisation, et pour la marque, bien entendu, parce qu'elle veut aussi fidéliser avec du call to action. C'est comme ça que ça se fait. Comment est-ce qu'on fidélise, et pour la radio et pour l'annonceur? Pour la radio, encore une fois, mais je crois que d'ailleurs c'est pour l'annonceur aussi. En fait, je crois qu'on doit tous être au niveau. C'est-à-dire qu'on doit être au niveau de ce qu'on propose à nos clients. Donc la légitimité. C'est la légitimité, c'est la confiance, c'est l'exécution aussi, la qualité d'exécution. Bertrand parlait d'opération de brand content. Nous, on a été primé 2 fois cette année parce que le marché a considéré aussi que ce qu'on avait délivré était vraiment de qualité et en plus avait permis d'obtenir de bons résultats pour nos clients. Je crois que c'est pareil à l'antenne. On voit bien, nous, par exemple, que depuis que Koé est arrivé sur Europe 2, il sait faire de la radio. Et en fait, comme par hasard, ça marche. Donc, et ça fonctionne sur la radio, ça fonctionne sur le numérique, ça fonctionne sur le mobile, ça fonctionne sur le podcast. Alors, il a multiplié par 10. Il faut dire que c'était un des seuls à vraiment gérer des communautés en direct sur le digital. Bien sûr. Il faisait des lives en Twitter, il était en contact direct avant cette histoire. Avant cette parenthèse. Cette parenthèse. On peut appeler ça une parenthèse. On peut appeler ça une parenthèse. En tous les cas, c'est son histoire de vie et la sienne. Chacun son histoire. Pendant 18, ce qui est quand même assez dingue, c'est que pendant ces 18 mois, ces communautés n'ont pas baissé. En fait, les gens ne l'ont pas quitté. Ce qui, normalement, sur les réseaux sociaux, n'arrive jamais. Et donc, quand Koé est arrivé le 28 avril, c'est reparti tout de suite. Et donc, là encore, je pense que la légitimité, la confiance, que ce soit pour nous, auprès de nos clients, ou auprès de nos audiences, en fait, c'est le contrat je crois, qui nous lie avec eux. Et donc, c'est ce qu'on essaie de nous de faire humblement, comme Bertrand, comme tous les artisans de la radio, finalement, parce qu'on est tous plus ou moins des artisans. Et pour fidéliser, moi je pense qu'effectivement il faut qu'on continue à bien travailler le mieux qu'on peut, mais c'est aussi montrer que la radio évolue dans le bon sens. On travaille avec l'Alliance de la radio notamment pour essayer de libérer la radio de quelques contraintes qu'elle peut avoir, de montrer aussi aux annonceurs qu'on s'est bougé, qu'on a inclus une partie d'AIP dans la mesure radio et qu'on allait continuer à faire différentes choses, intégrer l'ensemble de l'audience, puisqu'en fait l'audience digitale aujourd'hui elle n'est pas vraiment agrégée en fait. Donc voilà, je pense que si on arrive à continuer à être très sérieux, rappeler aussi qu'on est des médias régulés, qu'on ait une audience vérifiée par un tiers de confiance et qu'on fait évoluer les choses dans le bon sens, il n'y a aucune raison que... Il y a saisir les opportunités, en fait. Oui, voilà. Se dire que tout ce qui se présente à nous n'est pas forcément un risque, mais peut devenir une opportunité. À la fois la consommation sur le numérique, le DAB+, le local, enfin bref, tout ce qu'on vient d'évoquer, finalement... Je crois que c'est ça qui a changé, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, certains pensaient en radio qu'on pouvait choisir où les gens allaient nous consommer. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est eux qui ont le choix. Et donc, c'est à nous de nous adapter. Et je crois que nos structures, nos organisations, nos entreprises, les profils qui nous accompagnent, ont ça avec eux un peu chevillé au corps. Je crois qu'on ne peut pas faire de radio si on ne fait pas ça, parce qu'en plus, c'est envie d'être tous les jours. Et donc, c'est ce qu'on doit continuer à faire absolument. La singularité, pour terminer, ce sera le dernier mot de cet entretien. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut... entretenir, voire recréer au sein des radios qui, quand même, on peut le dire, depuis une vingtaine d'années, se sont quand même beaucoup copiés, ont pris très peu de risques parce que ça fonctionnait bien comme ça.
Vous en pensez quoi de ça, la singularité? Je pense que Skyrock, vous en avez une de singularité. Oui, et je dis pas que Europe 1 n'en a pas, mais dans toutes les radios que vous pouvez écouter l'un et l'autre, il y en a beaucoup qui se ressemblent. On voit que ça fonctionne, la singularité. Skyrock, t'en parlais Bertrand là de son côté, mais nous, la singularité d'Europe 1 aujourd'hui, je crois qu'elle est assez claire. Celle de Nova, d'une certaine manière, l'est aussi. Celle de Koé sur Europe 2 l'est aussi. On voit que finalement, aujourd'hui, chacun essaie de trouver sa personnalité, son persona aussi. Et finalement, quand on l'a trouvé, ça fonctionne. Et il faut s'inscrire juste dans la durée. Il faut juste lutter contre parfois certaines initiatives qui pourraient venir nous dire mais non, mais là, il faut peut-être faire autre chose. En fait, je crois qu'aujourd'hui, quand on a trouvé un filon qui marche, il faut vraiment y aller et y aller avec aujourd'hui le numérique, les podcasts et tout l'environnement dans lequel on est. Exactement, la singularité pour moi c'est un argument de vente clairement, mais surtout aussi la sincérité, c'est-à-dire en fait il faut qu'on reste vraiment très honnête par rapport à ce qu'on est, pas se raconter une histoire, pas s'inventer quelque chose qui nous correspond pas. Donc je pense que c'est pour moi le point final. Voilà, ce sera le mot de la fin, la singularité et le fait que l'IA et les robots aident beaucoup la radio. Donc vive la radio, longue vie à la radio et elle ne s'arrêterait pas demain. Merci pour cet entretien, Merci Bertrand, merci Franck. Et on se retrouve, on continue avec d'autres interviews ici à Lyon. Et on se retrouve à Lille et à Strasbourg pour la suite des Media Days avec 2 autres jours. Bonne journée.